OK, aujourd'hui, on se penche sur le rôle, mais un rôle central et souvent controversé des Nations unies dans toute l'histoire de la Palestine. On va regarder de ses débuts jusqu'à un avenir potentiel qui, disons-le, fait pas mal jaser. Alors, au programme, on va commencer par un moment qui a tout changé, le fameux vote de 1947. Ensuite, on va voir où en est la quête de la Palestine pour devenir un État reconnu. Et finalement, on va se projeter un peu dans le futur avec un plan pour Gaza qui fait, disons, beaucoup réagir. Ça va nous aider à comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Bon, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas le choix, il faut faire un saut en arrière, en 1947. C'est là qu'une décision de l'ONU a littéralement redessiné la carte du Moyen-Orient et croyez-moi, les répercussions, on les sent encore très, très fort aujourd'hui. OK, cette ligne du temps, ça nous montre bien le parcours. On passe de l'Empire ottoman à la Grande-Bretagne pour finalement que le dossier atterrisse sur le bureau de la toute nouvelle ONU. Faut comprendre que la Grande-Bretagne, elle était un peu dépassée. Elle avait fait des promesses contradictoires, la violence montait en flèche, alors ils ont en quelque sorte passé la patate chaude à la communauté internationale. Alors là, ce qu'on voit tout de suite, c'est le contraste. La population juive, qui représentait à peu près le tiers des habitants, s'est vue allouer 55 du territoire. C'est vraiment ce point-là, cette répartition, qui est devenu déjorant une source de tension. Et c'est un euphémisme. Et donc, le 29 novembre 1947, la résolution 181 est adoptée. Le verdict tombe. 33 pour, 13 contre, et là-dedans on retrouve tous les pays arabes et musulmans, et 10 qui s'abstiennent. Ce vote-là, il n'a pas juste passé une résolution, il a littéralement scellé le destin de toute une région. Et les réactions, c'était vraiment le jour et la nuit. D'un côté, c'était la fête, la réalisation de rêves qui duraient depuis des décennies. De l'autre, un sentiment total de trahison. C'est le début de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. Ce fossé entre les deux réactions, eh bien, c'est lui qui a préparé le terrain pour des décennies de conflits. OK, faisons un bond jusqu'à aujourd'hui. On va voir comment tout ce passé pèse encore sur la lutte actuelle des Palestiniens pour être reconnus comme un État à part entière. Et l'ironie, c'est que cette lutte se passe au sein même de l'organisation qui a décidé la partition à l'origine. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Palestine a un statut assez unique. C'est un État observateur permanent. C'est une grosse étape, ça leur donne une voix, le droit de participer au débat de l'ONU. Mais, et c'est un gros mais, ça ne leur donne pas le statut de membre à part entière et surtout pas le droit de vote. Ce graphique, ça nous montre le parcours du combattant en gros. C'est un processus en 3 temps. D'abord, on fait une demande au secrétaire général. Ensuite, et c'est l'étape la plus dure, il faut l'approbation du Conseil de sécurité sans qu'aucun des 5 membres permanents mette son veto. Si ça passe, il faut encore un vote des 2 tiers à l'Assemblée générale. On peut s'imaginer que chaque étape, c'est un véritable bras de fer politique. Maintenant, changeons de registre. On va explorer un scénario hypothétique tiré d'une analyse du réseau politique Al-Shabaka. Ils imaginent une intervention internationale pour l'avenir de Gaza, mais d'une façon très, très différente de ce qu'on pourrait penser. D'après cette analyse, l'idée serait de créer une toute nouvelle structure pour gouverner Gaza. En gros, le contrôle serait entre les mains d'organismes internationaux. La participation palestinienne, elle, serait limitée à des rôles de technocrates, sans réel pouvoir politique. Et, un point important, toute la question de la responsabilité pour ce qui s'est passé avant, eh bien, on n'en parlerait tout simplement pas. Évidemment, ce plan, même si c'est juste une hypothèse, ça a tout de suite fait réagir. Les experts en droit international ont sonné l'alarme. Ils se demandent est-ce que c'est même légal et qu'est-ce que ça voudrait dire pour les droits fondamentaux des Palestiniens. Yara Awari, une analyste politique d'Al-Shabaka, n'y va pas par 4 chemins. Pour elle, c'est clair. Ce plan, ce n'est pas une solution de paix. C'est carrément une forme rebrandée, une nouvelle version de la domination coloniale, juste présentée sous un autre nom. Et la critique la plus dure vient peut-être de l'intérieur même de l'ONU. La rapporteure spéciale Francesca Albanese est encore plus directe. Elle dit que ce modèle, ça reviendrait à laisser la Palestine aux mains d'une administration fantoche avec les États-Unis comme nouveaux gestionnaires. C'est une violation directe du droit à l'autodétermination. Ce qui nous amène à la question de fond finalement. Cette intervention, ce serait quoi? Un vrai pas vers la paix ou bien une nouvelle forme de contrôle étranger, une sorte de protectorat du 21e siècle? Mais attendez, la critique, elle n'est pas juste politique, il y a aussi tout le volet économique. Un autre rapport de l'ONU s'est penché sur les systèmes financiers qui, selon les auteurs, non seulement permettent au conflit de continuer, mais qui en plus en profitent. Le rapport utilise un terme qui frappe, capitalisme racial colonial. Qu'est-ce que ça veut dire?
En gros, ça décrit un système où des compagnies ne font pas juste des affaires dans un contexte d'occupation. Non. Elles sont carrément accusées d'en tirer profit, de s'enrichir et donc d'alimenter le cycle sans fin. Et le rapport ne s'arrête pas là. Il identifie 8 secteurs économiques bien précis qui seraient au cœur de ce qu'il appelle l'économie de l'occupation. Et quand on regarde la liste, on voit que ça touche vraiment à tout. De l'armement à la surveillance, de la construction à la finance et même jusqu'au partenariat universitaire. Les chiffres sont assez frappants. Le rapport souligne des gains énormes pour les compagnies cotées à la bourse de Tel Aviv. Ça expose une réalité qui est, disons-le, assez dérangeante. Pour certains acteurs économiques, le conflit, l'instabilité, ce n'est pas juste une crise, c'est devenu une affaire extrêmement payante. Donc, au bout du compte, toute cette analyse nous ramène à une tension, un véritable paradoxe qui se trouve au cœur même du rôle de l'ONU dans ce dossier. Pensez-y. L'ONU, c'est à la fois l'organisation qui a mis en place le plan de partage en 1947 et c'est aussi le principal endroit où les Palestiniens se tournent aujourd'hui pour obtenir leur statut d'État et réclamer justice. C'est vraiment ce paradoxe, être à la fois la source du problème et le lieu de la solution, qui définit toute la dynamique. Et on va se laisser là-dessus, avec une question qui va bien au-delà de ce conflit en particulier. Quand les grandes puissances internationales interviennent, que ce soit avec des plans de partage ou des propositions de paix, il reste toujours une question en suspens. Au final, qui s'assure qu'on n'obtient pas juste la stabilité, mais aussi et surtout la justice?